et bonjour à tous sur ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo, je voudrais bien sûr répondre à une question qui m'a été posée par un abonné. Il voudrait savoir en fait si l'inflammation ou le syndrome inflammatoire est un facteur de variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. La prise en charge médicamenteuse en fait doit être personnalisée. Et pour la personnaliser, il faudrait bien sûr, il est très important d'identifier, de mettre en évidence les facteurs de variabilité pharmacocinétique, de les cerner, surtout les facteurs de variabilité pharmacocinétique des médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite. C'est quoi, bien sûr, un médicament qui présente une marge thérapeutique étroite? C'est un médicament dont la dose toxique et la dose d'inefficacité sont assez proches l'une de l'autre et qu'il est facile de tomber soit dans l'inefficacité du traitement, soit carrément dans le surdosage et la toxicité. Et pour ce type de médicament à marge thérapeutique étroite, c'est un groupe de médicaments qui nécessite un suivi thérapeutique pharmacologique très étroit et très pointu. Il existe plusieurs facteurs de variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. On peut trouver des facteurs environnementaux, d'un côté, les interactions alimentaires par exemple. Ça peut être aussi dû à un contexte pathologique lié au patient lui-même, c'est-à-dire une malabsorption intestinale sous forme de diarrhée, de vomissement, une infection virale, bactérienne, fongique, parasitaire, une maladie sous-jacente, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, une insuffisance cardiaque et autres. Ça peut se rapporter à certaines caractéristiques qui sont propres au patient lui-même, sa génétique, son âge. La question qui se pose ici, et qu'on devrait normalement y répondre, c'est si l'inflammation ou si la personne présente un contexte inflammatoire quelconque, ce contexte inflammatoire ou cette inflammation, elle pourrait bien sûr modifier la pharmacocinétique d'un médicament chez une personne donnée. Pour expliquer ce phénomène, nous devons bien sûr définir ce qu'est une inflammation. L'inflammation, tout simplement, c'est une réaction physiologique de l'organisme c'est une réaction physiologique, elle se fait d'une manière immédiate, d'une manière rapide et de premier abord pour protéger l'organisme d'une agression externe. Cette agression externe, elle peut être de type infection, elle peut être bien sûr de type traumatisme, c'est-à-dire un traumatisme qui soit aussi bien thermique de type brûlure, de type un traumatisme mécanique, blessure par exemple, et que cette réaction de protection, bien sûr, cette inflammation, elle va contribuer aux variabilités inter- et intra-individuelles de l'exposition aux médicaments, de deux manières différentes. Elle va agir, cette inflammation, soit en modulant l'activité enzymatique, l'activité des enzymes qui sont en fait responsables du métabolisme hépatique des médicaments, c'est-à-dire en agissant principalement sur la synthèse des cytochromes P450, et d'un autre côté, elle va agir en modifiant, bien sûr, la concentration plasmatique en protéines sériques. Et elle va modifier de ce fait la liaison des médicaments à ces protéines plasmatiques. La réaction inflammatoire, comme on a dit tout à l'heure, c'est une réaction qui est une réponse physiologique, qui est rapide, qui se fait d'une manière immédiate,
c'est-à-dire au niveau du foyer inflammatoire, il y a un afflux de cellules immunitaires qui vont venir à ce niveau-là. Ils vont commencer à produire un certain nombre de molécules. Ils vont produire aussi bien des protéines plasmatiques. Ils vont produire, bien entendu, des APP, c'est-à-dire des protéines de la phase aiguë et également des cytokines pro-inflammatoires. Donc, ce foyer infectieux, il peut être soit, bien sûr, ce foyer inflammatoire, il peut être provoqué, bien entendu, soit par une infection, quelle que soit son origine, un traumatisme qu'on a vu tout à l'heure, thermique, blessure, brûlure ou mécanique de type blessure, une ischémie, c'est-à-dire un thrombus ou un caillot sanguin, par exemple, qui va venir se loger au niveau d'une artère ou d'une veine et il va la boucher, empêchant de ce fait la circulation sanguine et pouvant provoquer bien sûr une attaque cardiaque, une crise cardiaque, un infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, également des ischémies des membres inférieurs, ou cette inflammation peut être provoquée par un processus néoplasique cancéreux. Donc, cette réaction inflammatoire également, c'est une composante de la réponse immune innée non spécifique. Donc, l'inflammation, elle permet, c'est un moyen de défense de l'organisme pour lutter contre les différentes agressions externes. Des agressions aussi bien, comme on l'a vu tout à l'heure, des infections, c'est-à-dire des infections, des traumatismes, le cancer et autres. Et des fois, cette inflammation, lorsqu'elle est mal régulée, on assistera bien sûr à une libération accrue, massive de cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, on peut citer parmi ces cytokines pro-inflammatoires, on a l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta, le TNF-alpha, c'est-à-dire le Tumor Necrosis alpha. Et en effet, donc pour vous dire, l'inflammation, c'est un facteur majeur et important primordial de la variabilité pharmacocinétique des médicaments. Il agit de deux manières. Soit, lorsque l'inflammation s'installe, les cellules immunitaires, lors de la réponse immune, vont venir bien sûr au foyer inflammatoire, au foyer infectieux. Il y aura une production importante de cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines pro-inflammatoires, ils vont venir, ce sont des médiateurs intercellulaires, ils se lient à des récepteurs membranaires, à des récepteurs plus exactement nucléaires, qui se trouvent à la surface des noyaux, bien sûr, des cellules cibles, et ils vont, en se liant, ils vont entraîner, ils vont moduler l'activité des enzymes qui sont responsables du métabolisme hépatique, bien entendu, des médicaments. Elles vont agir surtout sur les cytochromes P450 dans le sens plus exactement d'une régulation négative, c'est-à-dire on assistera essentiellement au cours d'un syndrome inflammatoire en majorité des cas à une inhibition de la synthèse de ces enzymes responsables de la phase 1 du métabolisme hépatique des médicaments, c'est-à-dire elles vont inhiber la synthèse des cytochromes P450, des différentes isoformes de ces cytochromes P450. Et d'un autre côté, l'inflammation, elle sera associée aussi à des modifications, au niveau des concentrations plasmatiques ou sériques en certaines protéines de l'inflammation, et cette modification des protéines plasmatiques de l'inflammation auront une répercussion, bien sûr, sur la liaison aux médicaments. Normalement, les cellules, au cours d'une réaction inflammatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, les cellules de l'immunité vont être activées, ils vont affluer au niveau du foyer inflammé, ils vont commencer à produire plusieurs
ils vont être activés et ils auront tendance à produire, à synthétiser d'une manière anarchique, anormale, plusieurs molécules, de nombreux médiateurs. Parmi ces médiateurs, ils vont produire soit des radicaux libres, des espèces réactives de l'oxygène, telles que par exemple le peroxyde, l'oxyde nitrique, des dérivés de lipides tels que la prostaglandine E2, la thromboxane A2, les facteurs d'activation des plaquettes. Ils vont également et surtout entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires telles que la TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor alpha, et l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, l'IFN, c'est-à-dire l'interféron. Donc, et également, ils vont entraîner la production de protéines plasmatiques qu'on désigne sous le nom de protéines de la phase aiguë, en anglais APP, Acute Phase Protein, qui sont normalement, principalement, majoritairement synthétisées et sécrétées par les cellules du foie, les hépatocytes. Les cytokines qui sont normalement impliquées au cours du processus inflammatoire, les cellules de l'immunité, normalement, au cours d'une inflammation, ils vont être stimulés, activés et ils vont libérer, bien sûr, ces cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta, le TNF-alpha, etc. Et il en existe beaucoup. Donc, ces cytokines, normalement, ils vont non seulement déclencher le processus inflammatoire, mais également, ils vont entretenir cette réponse inflammatoire. Et bien sûr, ils seront produits d'une manière excessive, d'une manière bien sûr très importante lorsqu'il y a une infection. En cas d'infection, bien sûr, la régulation est altérée et bien sûr le système est délétéré et on assiste à une production massive en cytokines pro-inflammatoires. Et ce sont ces cytokines pro-inflammatoires, bien sûr, ils sont considérés comme étant des médiateurs intercellulaires. Pourquoi? Parce que ces cytokines pro-inflammatoires, ils vont aller se fixer sur des récepteurs membranaires spécifiques qui sont présents à la surface d'un certain nombre de cellules cibles variées et ils vont permettre de réguler leur fonction. Parmi les cytokines pro-inflammatoires, nous avons l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta, le tumor necrosis factor alpha, et ces trois cytokines pro-inflammatoires sont les principales cytokines de la réponse inflammatoire. En fait, le rôle de l'interleukine 6. L'interleukine 6, elle joue un rôle majeur parce qu'elle permet de stimuler la synthèse des APP par les hépatocytes. Les APP, ce sont les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, telles que le CRP, le C-réactive protéine, la SAA, c'est-à-dire le sérum amyloïde alpha, l'aptoglobuline, bien sûr l'albumine, le rosomucoïde, et il y en a d'autres. Et que le TNF-alpha et l'interleukine 1 bêta, normalement, ce sont des cytokines pro-inflammatoires qui sont produits avant l'interleukine 6 d'une manière précoce et ce sont ces cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha et l'interleukine bêta, qui permettent, qui stimulent directement la synthèse de l'interleukine 6 par les fibroblastes. De l'autre côté, en plus de ces cytokines pro-inflammatoires dont je viens de citer juste avant, on a les protéines sériques de l'inflammation, qui sont également produites au cours d'un syndrome inflammatoire en excès. Nous savons que la réaction inflammatoire, bien sûr, elle s'effectue en réponse à bien entendu, à une agression externe par des agents, bien sûr, pathogènes, des agents infectieux, ou bien après un traumatisme, ou par des agents, bien sûr, un processus cancéreux. Donc, cette réaction inflammatoire,
elle va provoquer, elle va entraîner une modification importante au niveau des concentrations plasmatiques en APP, c'est-à-dire en protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Et ces protéines, au cours d'un syndrome inflammatoire, ils verront leur concentration, bien sûr, augmenter en flèche. Les cytokines pro-inflammatoires, en effet, qu'on a cité tout à l'heure, à savoir les principales cytokines qui interviennent dans la réaction inflammatoire, c'est l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta et le TNF-alpha. Et ce sont ces cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables de l'induction des APP, c'est-à-dire des acute phase proteins, les protéines de la phase aiguë. Ce sont ces cytokines pro-inflammatoires qu'on a citées tout à l'heure qui entraînent la libération, qui stimulent la libération de ces protéines sériques de l'inflammation, mais également ce sont ces cytokines qui permettent la répression d'autres protéines de l'inflammation telles que l'albumine et la transférine, ou même elles permettent également, ces cytokines pro-inflammatoires, la répression des enzymes de la phase 1 et 2 du métabolisme hépatique des médicaments. Donc, ces cytokines pro-inflammatoires, ils vont jouer un rôle très important, bien sûr, dans la variabilité pharmacocinétique des médicaments. Parce que ces cytokines pro-inflammatoires, ils vont être libérés d'une manière excessive, bien entendu, dans le plasma ou dans le sang, et ils vont aller entraîner, soit induire ou stimuler la libération de protéines plasmatiques de l'inflammation, les APP, mais également elles peuvent entraîner une diminution des concentrations plasmatiques d'autres protéines de l'inflammation telles que l'albumine et la transférine. Et également, ces cytokines pro-inflammatoires, entraîner l'inhibition de la synthèse des enzymes responsables du métabolisme hépatique des médicaments, c'est-à-dire inhiber la synthèse des différentes isoformes de cytochrome P450. Donc, les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle fondamental à ce niveau-là dans le processus de variabilité de la pharmacocinétique des médicaments. Donc, il faut savoir, quand on parle d'albumine ou transférine, ce sont des protéines de l'inflammation, des protéines plasmatiques ou sériques de l'inflammation. L'albumine, mais ce sont des protéines qui présentent une variation négative au cours d'un syndrome inflammatoire. Quand on dit une évolution négative, c'est que, c'est-à-dire, pour vous expliquer, au cours de l'inflammation, les concentrations plasmatiques en albumine ou en transférine, ils vont être diminuées au cours de l'inflammation, alors qu'il y a d'autres protéines plasmatiques de l'inflammation qui augmentent, qui ont une variation dite positive, c'est-à-dire que leur concentration plasmatique va augmenter au cours d'un processus inflammatoire. C'est le cas, par exemple, de l'oroso-mucoïde. Parmi ces protéines de la phase aiguë, qu'on appelle les APP, on distingue beaucoup d'APP. On a par exemple la protéine C-réactive, le CRP, la protéine sérum amyloïde A, le SAA, et lactoglobuline, l'alpha-1 antichymotrypsine, l'alpha-1 antitrypsine, l'oroso-mucoïde, les fragments C3 du complément, le fibrinogène. Donc, ce sont des APP. Et ces APP, ces protéines sériques de l'inflammation, ils sont très utilisés, bien sûr, en clinique. Pourquoi ? Parce qu'on va les doser au niveau du sérum et leur dosage biochimique va nous permettre de poser le diagnostic d'une inflammation et d'orienter en fait ce même diagnostic. Donc, il y a par exemple des APP ou bien sûr qui vont
augmenter d'une manière fulgurante, d'une manière importante au niveau du sang. C'est le cas par exemple de la protéine, le CRP, le SAA. Ils vont présenter une augmentation, on verra des concentrations plasmatiques sériques en CAPP qui vont atteindre des valeurs jusqu'à 1000 fois leur valeur normale. Et dans un délai, ils vont augmenter d'une manière rapide, avec un délai de 6 à 12 heures. D'autres molécules également, des APP, c'est-à-dire des protéines de la phase aiguë, ils vont être libérés au cours d'un syndrome inflammatoire, mais avec des concentrations moindres que les premières. C'est le cas de l'aptoglobuline, l'alpha-1 antichymotrypsine, l'alpha-1 antitrypsine, le rosomucoïde et les fragments C3 du complément, le fibrinogène. Ils vont augmenter au cours d'un syndrome inflammatoire et que leur variation va atteindre 200 à 400 fois la normale. Également, dans un délai, leur concentration plasmatique va augmenter rapidement dans un délai rapide en 12 heures. Ce sont en fait des APP qui présentent des variations positives au cours d'un syndrome au cours d'un syndrome inflammatoire, c'est-à-dire que leur concentration va augmenter au cours de l'inflammation. Donc, il faut savoir que toute modification au niveau de ces protéines de la phase aiguë qu'on appelle les APP, cette modification dans les APP vont impacter vont impacter énormément la liaison avec les médicaments. Et surtout, ceci va concerner les médicaments qui ont une forte affinité pour deux protéines de l'inflammation, à savoir l'orosomucoïde et l'albumine. Donc, en se liant normalement un médicament qui se lie fortement à l'orosomucoïde, lorsque, bien sûr, au cours d'un syndrome inflammatoire, nous savons très bien que l'orosomucoïde, il évolue d'une manière positive. C'est-à-dire que ça, au cours d'un syndrome inflammatoire, la concentration plasmatique au orosomucoïde va augmenter. Et toute molécule qui se lie, bien sûr, avec médicament qui va se lier avec une forte affinité avec l'orosomucoïde, il verra sa concentration en fait totale au niveau du plasma augmenter parallèlement avec la concentration en orosomucoïde. Donc, ce qui risquerait d'entraîner forcément, il y aura une modification au niveau de sa pharmacocinétique de ce médicament au cours de ce contexte inflammatoire, et donc on risquerait, en augmentant la concentration totale de ce médicament, on risquerait de provoquer un surdosage en ce médicament et de faire apparaître des effets indésirables, des effets secondaires. De la même manière pour les médicaments en fait, qui sont fortement liés à l'albumine. L'albumine est une protéine plasmatique de l'inflammation qui présente une variation négative. C'est-à-dire au cours d'un contexte inflammatoire, au cours d'un syndrome inflammatoire, les concentrations plasmatiques en albumine sont fortement diminuées et tout médicament qui est fortement lié à l'albumine verra c'est que sa concentration totale plasmatique diminuée et donc forcément contre ces concentrations il y aura forcément ceci impactera sur la pharmacocinétique de ce médicament. On va voir maintenant quels sont les mécanismes de régulation de ces cytochromes P450, ces mécanismes normalement qui sont provoqués ou induits par l'inflammation. Donc il faut savoir que l'expression génétique de ces cytochromes, bien sûr P450, c'est-à-dire les enzymes responsables du métabolisme hépatique des médicaments, c'est l'expression génétique de ces cytochromes. Elle est régulée normalement par l'activation de plusieurs récepteurs nucléaires. 3 types de récepteurs nucléaires. Nous avons le PXR, c'est-à-dire le Pregnant X receptor. On a le CAR, le Constitutive Androsten Receptor, et le AHR, l'Aryl Hydrocarbone Receptor. Donc,
comme on l'a vu tout à l'heure, au cours d'un syndrome inflammatoire, les cellules immunitaires vont libérer d'une manière anarchique les cytochromes, plusieurs médiateurs, particulièrement, essentiellement, par exemple, les cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6, l'interleukine 1-bêta, le TNF-alpha et les interférons. Ces cytokines pro-inflammatoires vont venir se lier, ce sont des médiateurs intercellulaires, vont se lier sur ces récepteurs nucléaires, ils vont les activer au niveau des cellules, par exemple, hépatiques, concernant ici les cytochromes, la synthèse des cytochromes P450, ils vont activer ces récepteurs nucléaires et en les activant, ils vont provoquer ce qu'on appelle, ils vont bien sûr entraîner une régulation dans la majorité des cas des médicaments, ils entraînent une régulation négative de la synthèse de ces enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Parce que vous pouvez faire votre recherche tout seul au niveau des différents moteurs de recherche scientifique, à savoir Google Scholar ou PubMed ou bien Scopus, etc. Vous allez trouver bien sûr des recherches scientifiques qui ont été effectuées bien sûr dans ce sens et ils ont pu démontrer que la majorité en fait des médicaments, la régulation bien sûr au cours d'un syndrome inflammatoire, la régulation en effet des cytochromes, de la synthèse des cytochromes P450 au niveau des cellules hépatiques était une régulation dans le sens négatif, c'est-à-dire une inhibition, dans le sens d'une inhibition de la synthèse de ces enzymes responsables du métabolisme des médicaments. Ils ont trouvé, bien sûr, dans quelques travaux qui ont été réalisés, bien sûr, ils ont trouvé que des fois, la régulation était positive dans le sens d'une activation de la synthèse de ces enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Mais la majorité des cas, la régulation au niveau moléculaire, la régulation est une régulation négative dans le sens d'une inhibition des enzymes responsables de la phase 1, 2 du métabolisme des médicaments, c'est-à-dire touchant les cytochromes P450, les différentes isoformes des cytochromes P450. Ça, c'est le fruit de plusieurs recherches scientifiques qui ont été réalisées et ces données ou ces recherches scientifiques, ils ont mis en évidence que le rôle central des cytochromes, les cytokines par exemple, l'interleukine 1-bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, c'est-à-dire tumor necrosis factor alpha, IFN gamma, l'interféron gamma, ils vont venir, en fait, ces cytokines pro-inflammatoires, lorsqu'ils sont libérés au cours d'un syndrome inflammatoire, ils vont revenir se lier sur des récepteurs nucléaires, comme on a vu tout à l'heure, on les a cités tout à l'heure, c'est-à-dire le PIXR, le CAR et le AHR, et ils vont activer, c'est-à-dire ils vont modifier, ils vont moduler l'activité des enzymes responsables du métabolisme hépatique des médicaments dans le sens, bien sûr, en entraînant une régulation négative, une diminution de la synthèse d'enzymes responsables du métabolisme des médicaments. Et toujours, bien sûr, au cours bien sûr d'un syndrome inflammatoire, le cas ici d'un épisode inflammatoire aigu. Et en fait, au niveau moléculaire, comment se fait en fait cette régulation négative? Elle se fait, bien sûr, il s'agit d'une régulation transcriptionnelle, c'est-à-dire que les principaux mécanismes de régulation négatifs de ces cytochromes P450 ou de ces différentes isoformes de cytochromes P450 qui s'effectuent au niveau hépatique, au niveau des hépatocytes, et ils ont lieu surtout au niveau transcriptionnel, c'est-à-dire que au niveau de la transformation de l'ADN en ARN messager de ces cytochromes. C'est-à-dire que dans un contexte inflammatoire, lorsqu'on est en présence d'une inflammation, on note, et ceci a été le fruit de recherches scientifiques, que vous pouvez bien sûr retrouver en faisant votre recherche personnelle sur les différents moteurs de recherche que j'ai cités tout à l'heure. Dans un contexte inflammatoire, ils ont noté une diminution significative
de l'expression de l'ARN messager de plusieurs cytochromes. Les cytochromes tels que les cytochromes, les différentes isoformes, le 3A11, le 2C, le 2C29, le 2C55 et le 1A2. Et pour rappel, les cytochromes, ce sont en fait les enzymes qui sont responsables de la phase 1 du métabolisme des médicaments au niveau hépatique. Maintenant, on va voir l'impact de l'inflammation, bien sûr, sur la pharmacocinétique des médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite et forcément noter les différentes conséquences clinico-biologiques qui peuvent en découler. Donc, nous savons que plus de 80% des médicaments, normalement, ils sont métabolisés par les différentes isoformes des cytochromes P450, on ne cessera de le dire. Donc, toute réaction inflammatoire, elle va entraîner, bien sûr, des modifications au niveau de la pharmacocinétique de ces médicaments via plusieurs mécanismes d'action essentiels. Un mécanisme d'action qui va toucher, bien sûr, la phase de métabolisme hépatique. Et le deuxième mécanisme, il va concerner la phase de diffusion des médicaments dans l'organisme. Donc, cette modification de la pharmacocinétique, elle va se faire soit par une modulation, une diminution de la synthèse des enzymes responsables du métabolisme hépatique des médicaments, c'est-à-dire la diminution de la synthèse des cytochromes P450 via l'inhibition de leur clairance intrinsèque, mais également par une modification de la liaison aux protéines plasmatiques. Et cette liaison protéine plasmatique va concerner essentiellement les médicaments qui sont fortement liés aux protéines plasmatiques, tels que, et essentiellement, nous citons les protéines plasmatiques qui se lient le plus aux médicaments, l'albumine et l'orozomucoïde. Et quand on parle d'une liaison protéine plasmatique, il faut savoir que, bien sûr, on va noter une modification au niveau aussi bien des concentrations circulantes de la forme libre du médicament. Et seule la forme libre, bien sûr, on en a parlé au cours, bien sûr, j'en ai parlé lors d'une vidéo que j'avais effectuée, bien entendu, sur la distribution des médicaments, la distribution des médicaments dans l'organisme. Je vous invite à aller la visionner pour mieux comprendre. Seule la forme libre des médicaments, c'est la forme qui est bien sûr pharmacologiquement active, parce que ce sont ces médicaments qui sont libres et non liés aux protéines plasmatiques. Ce sont ces médicaments qui vont aller se déplacer vers les différents tissus et organes de l'organisme et ils vont exercer leur action pharmacologique. Et la forme qui est normalement liée aux protéines plasmatiques, c'est la forme qui est non active. Inactive également, elle peut être, entre guillemets, bien sûr, considérée comme forme de réserve au niveau du plasma. Donc, elle ne peut... En fait, cette liaison, c'est une liaison, bien sûr, qui est réversible. C'est une liaison elle est non spécifique et réversible. C'est-à-dire que on pourrait, bien sûr, elle pourrait bien facilement, bien sûr, se détacher. Donc, cette liaison, en fait, la variation de la pharmacocinétique des médicaments, quand il y a une modification, on va noter, quand il y a une liaison protéine plasmatique, on va noter deux choses. Soit une modification dans la concentration de la forme libre, qui est responsable de l'action pharmacologique, mais d'un autre côté, il y aura une modification également modification de la concentration, bien sûr, plasmatique en forme liée aux protéines plasmatiques, la forme de médicament qui est liée aux protéines plasmatiques. Donc, d'où la nécessité d'effectuer un suivi des différentes variations des concentrations plasmatiques circulantes.
Et ce suivi va concerner, bien sûr, le suivi des différentes variations des concentrations plasmatiques du médicament. Il a un intérêt très important, surtout pour les médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite. Et c'est ce type de médicament qui nécessite le plus souvent, qui fait l'objet le plus souvent d'un suivi thérapeutique et pharmacologique étroit. Le but essentiel de ce suivi thérapeutique pharmacologique, c'est bien sûr de mieux cerner la posologie, le schéma posologique, de le maîtriser et d'éviter bien sûr soit de tomber dans l'inefficacité du traitement et de garantir l'efficacité du traitement, ou bien carrément de tomber dans la toxicité et le but essentiel, c'est de la limiter. On va étudier ici le rôle de l'inflammation dans la modification de la pharmacocinétique des médicaments qui sont normalement métabolisés au niveau hépatique par les cytochromes P450. La première molécule qu'on va étudier ici, c'est la théophiline. Donc ça, en fait, ce que je vais dire maintenant, il résulte d'une expérimentation et il résulte d'une recherche scientifique qui a été effectuée et que vous pouvez trouver, bien sûr, toujours au niveau, bien sûr, des différents moteurs de recherche. Donc, c'est une recherche scientifique qui a été effectuée sur des enfants, par exemple, asthmatiques, qui sont traités par la théophiline. La théophiline, pour rappel, c'est une molécule qui permet le traitement symptomatique de l'asthme. Ces enfants asthmatiques, normalement, non seulement ils sont traités par la théophiline, mais ils ont une maladie sous-jacente à l'asthme. Et cette maladie sous-jacente, c'est bien sûr une infection virale respiratoire. Et toute infection virale respiratoire est considérée comme étant, bien sûr, un syndrome inflammatoire. Et donc, au cours de ce syndrome inflammatoire, la théophiline, on verra, ils ont observé, bien sûr, au cours de cette étude, qu'ils ont observé une augmentation des concentrations plasmatiques en théophiline et également une augmentation de la demi-vie d'élimination de la théophiline, bien entendu, au cours de ce contexte inflammatoire. Et forcément, quand on note une augmentation de la concentration en théophiline, forcément, il y aura une augmentation des effets bien sûr indésirables. Et ils ont pu noter la survenue de crises convulsives, de nausées, de vomissements et de céphalées. D'où bien sûr la nécessité d'effectuer un suivi thérapeutique et pharmacologique et également d'effectuer des dosages des différentes concentrations plasmatiques en théophiline pour permettre de suivre la variation de cette concentration en théophiline et d'éviter le surdosage et ainsi d'effectuer, bien sûr, de réajuster la posologie en théophiline. D'autres médicaments, bien sûr, on a trouvé, bien sûr, plusieurs études qui ont été effectuées sur, par exemple, les antifongiques triazolés. Parmi les antifongiques triazolés, il y a le voriconazole, l'itraconazole et l'isavuconazole. Donc, ce sont des médicaments normalement qui sont métabolisés au niveau hépatique par les cytochromes P450. Le voriconazole, il est métabolisé par le cytochrome P450 2C19 et le 3A4. Et l'itraconazole et l'isavuconazole sont métabolisés au niveau hépatique par le cytochrome P450 3A4. Donc, non seulement ces antifongiques triazolés sont métabolisés au niveau hépatique, mais également ces antifongiques triazolés, ils sont fortement liés aux protéines plasmatiques. Donc, nous savons très bien que l'itraconazole et l'isavuconazole sont des antifongiques triazolés qui sont très fortement liés à l'albumine. La liaison à l'albumine est supérieure à 99% et également l'autre molécule, le voriconazole, qui est également un antifongique triazolé, est faiblement lié à l'albumine. La liaison est de 58%.
Donc, si nous prenons le cas du voriconazole, le voriconazole, bien sûr, lorsque ils ont effectué cette expérimentation, ils ont trouvé que, étant donné qu'il est métabolisé par le cytochrome P450 et que au cours d'un syndrome inflammatoire, nous notons en fait une diminution de la synthèse des enzymes du métabolisme hépatique des médicaments. Forcément, quand il y a une diminution du métabolisme du voriconazole au cours d'une inflammation, il n'y aura pas production de métabolites et donc on va observer une diminution des concentrations plasmatiques en N-oxyde voriconazole qui est son métabolite principal et également, comme on dit qu'il y a une diminution du métabolisme en voriconazole, forcément on va noter une augmentation de la concentration plasmatique en voriconazole et risquerait d'y avoir un surdosage et apparition d'effets indésirables de type troubles neurologiques, dysfonction hépatique à type de cytolyse et de cholestase. D'où l'intérêt d'effectuer bien sûr un suivi thérapeutique, comme je le dis toujours et je le répète, un suivi thérapeutique pharmacologique en prenant en compte bien entendu le statut inflammatoire du patient pour bien entendu adapter la posologie bien entendu. Le posaconazole est un autre antifongique triazolé qui est cette fois-ci métabolisé par l'UDP glucuronyltransférase 1A4 et il est faiblement métabolisé par le cytochrome P407. Par contre, le posaconazole, c'est une molécule, un antifongique triazolé qui est très fortement lié aux protéines plasmatiques et surtout à l'albumine. Et étant donné qu'il est lié à l'albumine, il verra sa concentration totale plasmatique diminuer parallèlement à l'albumine. L'albumine, comme vous pouvez savoir, c'est une protéine plasmatique qui présente une variation négative au cours de l'inflammation, c'est-à-dire que ses concentrations plasmatiques vont diminuer au cours d'un syndrome inflammatoire. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, dans un contexte inflammatoire, le posaconazole, si une personne prend, bien sûr, elle est sous traitement de posaconazole et en même temps, elle présente, bien sûr, un syndrome inflammatoire, ce posaconazole, il va être lié à l'albumine et étant donné que l'albumine, ses concentrations sont faibles, ils ont trouvé, en fait, ils ont pu démontrer que les concentrations totales en posaconazole sont diminuées, sont beaucoup plus faibles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de concentration totale en posaconazole, cette concentration totale, c'est la concentration du posaconazole liée à l'albumine plus la concentration du posaconazole libre. Et ils ont noté également que la concentration en posaconazole libre, en fait, ces concentrations sont peu ou pas modifiées. Par contre, le posaconazole lié à l'albumine, ces concentrations sont diminuées, ce qui aura pour conséquent une diminution de la concentration totale en posaconazole au niveau du plasma, retrouvé bien entendu lors d'une inflammation. Les psychotropes et les autres médicaments du système nerveux central, tels que, on va citer le cas des neuroleptiques atypiques tels que la clozapine et la risperidone. Donc la clozapine, normalement, elle est principalement métabolisée par le cytochrome 1A2. Et la risperidone est métabolisée par le cytochrome 2D6. En fait, ceci, bien sûr, ce que je vais vous citer ici résulte bien sûr d'une recherche scientifique. Et ils ont pu en fait démontrer que, en effet, ils ont trouvé des concentrations élevées en clozapine
en clozapine, quand les concentrations en clozapine, étant donné qu'il est fortement métabolisé par le cytochrome 1A2, le cytochrome, normalement, au cours d'une inflammation, sa régulation est négative, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution de la synthèse de ce cytochrome 1A2, forcément pas de métabolisme du clozapine, et ce qui aura pour conséquent une augmentation des concentrations en clozapine au niveau plasmatique. Ceci, bien sûr, va entraîner l'apparition d'effets indésirables, bien sûr, importants, provoqués par le clozapine et également par la risperidone. D'un autre côté, la clozapine, elle est fortement liée aux protéines plasmatiques. Elle est liée à raison de 95% aux protéines plasmatiques et la risperidone est également fortement liée aux protéines plasmatiques à raison de 90%. Et ces deux molécules qui sont des neuroleptiques, ils se lient principalement à l'orosome mucoïde. Donc, au cours d'un syndrome inflammatoire, l'orosome mucoïde, il évolue, comme on avait dit tout à l'heure, qu'il avait une évolution positive au cours de l'inflammation, c'est-à-dire que les concentrations de l'orosome mucoïde plasmatique augmentent au cours de l'inflammation. Et d'un autre côté, cet orosome mucoïde, il se lie fortement à la clozapine. Et étant donné qu'ils se lient fortement à la clozapine, ils ont pu démontrer qu'en dosant, bien sûr, les concentrations plasmatiques en clozapine chez les personnes traitées, chez les personnes sous traitement, ils ont pu trouver une concentration totale en clozapine augmentée. Et cette augmentation, elle se fait d'une manière parallèle avec l'augmentation de l'orosome mucoïde au cours de ce syndrome inflammatoire. Et la concentration plasmatique totale est augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la concentration liée à l'orosome mucoïde en clozapine est augmentée et ils ont trouvé que la concentration clozapine libre au niveau du plasma, elle était peu ou pas modifiée. Mais en règle générale, lorsqu'ils ont fait le dosage de la clozapine chez les personnes qui sont sous traitement et également présentant une inflammation, ils ont pu trouver que la concentration totale était augmentée. Et forcément, quand il y a une augmentation de la concentration totale en clozapine, ceci entraînera des effets indésirables. D'où la nécessité de suivre les variations des concentrations plasmatiques en ce type de médicament lorsque la personne qui est sous traitement présente un syndrome inflammatoire sous-jacent. Les immunosuppresseurs. Parmi les immunosuppresseurs, on a la cyclosporine, le tacrolimus, l'éverolimus et le sirolimus. Normalement, ils sont principalement ou majoritairement métabolisés par les cytochromes 3A4 et les cytochromes 3A5. Et plusieurs études qui ont été bien sûr rapportées et ils ont pu démontrer que forcément lorsque au cours d'un syndrome inflammatoire, bien entendu, la synthèse de ces cytochromes 3A4 ou A5 est inhibée, ce qu'il y aura pour conséquent une diminution du métabolisme hépatique de ces immunosuppresseurs, à savoir le cyclosporine, tacrolimus et autres. Et comme il y aura une diminution du métabolisme, forcément, nous noterons une augmentation de leur concentration plasmatique et il s'ensuivra une apparition d'effets indésirables qui ne sont pas en fait voulus ou désirés. Donc, et cette augmentation de concentration plasmatique en immunosuppresseurs, elle est liée à deux phénomènes. Ils ont pu démontrer qu'elle était liée, bien sûr, à deux phénomènes. Soit une inhibition, comme je dis tout à l'heure, des cytochromes 3A, 3A4 et 3A5, et également à la glycoprotéine P,
qu'on trouve au niveau de l'intestin et au niveau du foie. Une autre molécule qui a été le fruit d'une recherche également scientifique, que vous pouvez toujours vous y référer, c'est la quinine. Donc, ils ont pu noter une augmentation des concentrations de quinine et une diminution de sa clairance lors d'infections à Plasmodium. Quand on parle d'une infection à Plasmodium, c'est une infection, il s'agit d'un contexte inflammatoire. Et la quinine est un médicament qui a vu ses concentrations augmenter au décours, bien sûr, d'une inflammation. Donc, cette augmentation des concentrations en quinine va exposer les patients, bien sûr, à plus d'effets indésirables et un risque de toxicité accrue, essentiellement au niveau cardiaque. Normalement, ceci, bien sûr, ce que je viens de dire, concerne, bien sûr, le premier mécanisme d'action de la variabilité de la pharmacocinétique de cette quinine qui s'effectue, bien sûr, au niveau du métabolisme hépatique. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la quinine, elle est principalement liée à l'orosomucoïde. Elle se lie fortement à l'orosomucoïde, et en se liant à l'orosomucoïde, au cours d'un syndrome inflammatoire, l'orosomucoïde augmente, sa concentration de cette protéine plasmatique va augmenter. Et donc, étant donné que la quinine se lie fortement à l'orosomucoïde, on verra bien sûr une concentration plasmatique en quinine également augmenter parallèlement à celle de l'orosomucoïde. Et forcément, il y aura apparition, bien sûr, d'effets indésirables et également de toxicité liée à la quinine, comme j'ai dit tout à l'heure, essentiellement cardiaque. Et d'où la nécessité d'effectuer un suivi, bien sûr, des concentrations plasmatiques en quinine, surtout chez les patients qui présentent, bien sûr, un syndrome inflammatoire sous-jacent pour permettre de réajuster la posologie en quinine pour éviter en effet la toxicité et éviter les effets indésirables et éviter bien sûr l'apparition d'accidents graves essentiellement au niveau cardiaque. Donc cette concentration plasmatique totale en quinine est augmentée du fait d'une augmentation de la concentration de la quinine qui est liée à l'orosomucoïde. Alors qu'ils ont pu constater que la concentration quinine qui est pharmacologiquement active et libre normalement, non liée à l'orosomucoïde, c'est une fraction qui est peu ou pas modifiée du tout. Donc, brièvement et en résumé, pour vous dire comment s'effectue, pour répondre à la question si l'inflammation est un facteur de variabilité de la pharmacocinétique des médicaments, eh bien oui, l'inflammation est bien sûr un facteur majeur de modification ou de changement dans la pharmacocinétique des médicaments et essentiellement elle passe par deux mécanismes principaux. Elle va modifier aussi bien le métabolisme des médicaments en agissant bien sûr sur les cytochromes P450, les différentes isoformes, mais également d'un autre côté, elle va agir au niveau de la phase de distribution des médicaments dans l'organisme sur la liaison des médicaments aux protéines plasmatiques. En résumé, pour vous expliquer, au niveau moléculaire, au cours d'un syndrome inflammatoire, il y a des cellules immunitaires qui vont venir affluer au niveau du foyer infectieux. Ils vont bien sûr produire de manière anarchique, d'une manière non régulée, un certain nombre de médiateurs essentiellement et principalement les cytokines pro-inflammatoires et également les APP, les protéines de la phase aiguë. Ces cytokines, les cytokines pro-inflammatoires, à savoir l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta et les TNF-alpha et l'interféron gamma, ils vont normalement sont des médiateurs intercellulaires, ils se lient sur les récepteurs cellulaires que j'ai cités, 3 récepteurs cellulaires nucléaires que j'ai cités tout à l'heure, le PXR, le CAR et le AHR, et en se liant, ils activent la synthèse, ils activent en fait
ils vont moduler l'activité des enzymes responsables du métabolisme hépatique des médicaments. Et dans la majorité des cas, cette régulation se fait dans le sens d'une régulation négative, dans le sens d'une inhibition de la synthèse de ces enzymes responsables de la phase 1 du métabolisme des médicaments, c'est-à-dire principalement sur les différentes isoformes des cytochromes P450, et que ces mêmes cytokines pro-inflammatoires, ils stimulent bien sûr la synthèse des protéines de la phase aiguë de l'inflammation, à savoir, comme on a vu, le CRP, le SAA, l'aptoglobuline, le rosomucoïde, l'albumine, etc. Et ceci va se répercuter sur la liaison aux protéines plasmatiques des médicaments. Sur ce, je pense que je viens de répondre à la question qui m'a été posée et je remercie tous mes abonnés et toutes les personnes qui visitent en fait cette chaîne YouTube. Merci encore une fois pour votre visionnage et pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.